Je suis aujourd'hui avec Isabelle Aubin et co-auteure avec Laura Boisvert-Marche, probablement sur un travail aussi où Samuel Royer-Tardif a participé. C'est de nous parler de la vulnérabilité des forêts, un sujet très important qui va aider aussi à comprendre certains mots entre sensibilité et vulnérabilité. La parole est à toi, Isabelle. Merci, Karim. Oui, donc c'est ça, je vais vous parler d'évaluation de la vulnérabilité des forêts, des travaux que l'on fait dans mon laboratoire, qui incluent entre autres Laura et Samuel, mais également de nombreux collaborateurs. Donc, on va faire un survol rapide du sujet et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par la suite. Donc, on sait que les changements climatiques vont accroître les stress sur nos forêts. Les modèles prédisent une augmentation en fréquence, en intensité et en durée des sécheresses, des feux de forêt, des inondations et des épidémies d'insectes. Puis en parallèle à cela, nos forêts voient leurs conditions de croissance se modifier, entre autres avec un réchauffement des températures, particulièrement en hiver, et des changements importants dans les patrons de précipitation. Que l'on va aller à la slide numéro 3. Super, je suis rendue là. Oui. Donc, nous savons que ces phénomènes vont se produire, mais on en sait encore peu sur les conséquences de ces phénomènes sur nos forêts. Donc, la grande question, c'est quelle est la vulnérabilité de nos forêts à ces stresseurs? Prochaine slide. Donc, pour répondre à cette question, il faut pouvoir évaluer la vulnérabilité de nos forêts en prenant en compte l'ensemble des composants de la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité comprend trois grandes composantes. L'exposition, qui est le changement environnemental que subira un arbre ou une forêt. La sensibilité, comment cet arbre est sensible à ce changement-là dans ces conditions environnementales. Et le croisement des informations entre l'exposition et la sensibilité nous informe sur l'impact potentiel des changements climatiques. Mais pour avoir une évaluation complète de la vulnérabilité, il faut également prendre en compte la capacité d'adaptation, soit la capacité de l'arbre ou de ses descendants à tolérer ou à s'adapter à ces nouvelles conditions environnementales. Pour pouvoir bien comprendre les différentes composantes de la vulnérabilité, j'aime bien donner un exemple avec les coups de soleil. On peut avoir deux personnes qui peuvent être exposées au soleil pour 1 heure. Et il va y avoir une personne qui va avoir les cheveux blonds et le teint pâle. Celle-ci sera plus sensible, puis il va avoir plus de risque de pogner un bon coup de soleil que la personne avec une carnation plus foncée. Donc, l'impact d'une exposition au soleil sera plus important pour la personne au teint clair que la personne au teint foncé. Cependant, à la fin de l'été, cette même personne-là pourrait avoir développé un bronzage qui pourrait lui permettre de tolérer une exposition plus longue au soleil avant d'attraper un coup de soleil. Donc, elle se serait adaptée. Donc, évaluer les risques du coup de soleil juste avec le temps d'exposition au soleil, ça aurait été une évaluation incomplète. C'est similaire pour les arbres. Pour pouvoir évaluer de façon complète la vulnérabilité de nos forêts, il faut pouvoir quantifier l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. Donc, les travaux dans mon laboratoire portent sur la quantification de ces composantes-là, avec une emphase sur les composantes qui sont moins bien connues, soit la sensibilité et la capacité d'adaptation. Parce que jusqu'à tout récemment, nos évaluations de la vulnérabilité étaient principalement basées sur l'exposition. En gros, tout simplement parce que les données climatiques, qui sont vraiment à la base des modèles qui prédisent l'exposition, sont plus faciles à modéliser à large échelle. Donc, c'était vraiment la première étape. Et maintenant, bien, comment? J'ai dit d'accord, intéressant de faire le ménage dans ça. On est toujours rendu à la diapo 4. Oui, toujours, oui, j'en avais long à dire sur celle-là. Donc, c'est ça. Donc, à partir de ça, bien, ça nous permet de. Mais maintenant qu'on est capable de bien modéliser ça, bien là, ce serait le temps d'inclure les autres informations. Donc, je vais vous montrer ça avec quelques petits exemples. On va passer à la diapo 5. Je vais vous donner l'exemple de l'érable à sucre. Comme l'ensemble des essences d'arbres au Canada, sa distribution est très liée au climat. Donc, en se basant sur la distribution actuelle d'une espèce, de l'érable à sucre, on peut projeter où l'on trouvera les conditions de croissance adéquates pour cette espèce-là. C'est ce qu'on appelle son enveloppe climatique. On peut mesurer l'exposition d'une espèce au changement climatique en évaluant la distance où l'on retrouvera l'enveloppe climatique de l'espèce dans le futur.
Donc, sur cette carte-ci, ce qu'on voit en vert, c'est la répartition actuelle de l'érable à sucre au Canada. Et en bleu, c'est une modélisation du climat, où est-ce qu'on a projeté l'enveloppe climatique de l'érable à sucre. Puis là, ça nous permet de voir que le climat qui convient à l'érable à sucre se retrouvera plus au nord et il pourrait même atteindre la baie d'Ungava d'ici la fin du siècle, dépendamment avec quel modèle on travaille. On va changer de diapo, donc la 6. Donc, les enveloppes climatiques nous indiquent où sera le climat favorable à l'érable à sucre dans le futur, mais ça ne nous informe pas sur sa capacité à s'y rendre. Donc, pour évaluer l'impact potentiel qu'aura le déplacement vers le nord des enveloppes climatiques, il faut pouvoir intégrer les données sur la sensibilité des espèces. On va passer à la slide 7. Donc, par exemple, ici, quand on ajoute les données sur la capacité de migration, on remarque clairement que l'érable à sucre n'a pas le taux de migration assez rapide pour suivre sa niche climatique. Bien, c'est la même chose pour l'ensemble des espèces arborescentes au Canada. Donc, ici, on le voit sur la carte. On peut voir en jaune, c'est l'air qui sera probablement potentiellement colonisé par l'érable à sucre d'ici la fin du siècle. Donc, on peut voir qu'on est encore pas mal loin de la baie d'Ungava. Donc, ce travail-là, ouais, il y a encore une petite trotte à faire. Donc, ce travail-là, ça nous souligne vraiment l'importance de pouvoir inclure l'information sur la sensibilité des espèces et les données écologiques. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, pourquoi on ne le fait pas plus présentement, c'est autant que les données climatiques sont facilement accessibles dans le bon format, les données écologiques nécessaires pour quantifier la sensibilité des espèces sont souvent prises à l'échelle très locale, sont difficilement comparables d'une étude à l'autre et sont menées seulement pour les principales essences commerciales. Ouais. Donc, oui, tu as la Ouais, je suis d'accord. OK, d'accord, c'est bon. Donc, ce travail montre, donc c'est vraiment, il y a vraiment un travail à faire pour rendre ces données-là disponibles. Puis ce travail montre également qu'il y a une proportion de l'aire de distribution actuelle de l'érable à sucre qui va se retrouver à l'extérieur de sa niche climatique. Si on voit la petite zone en bleu pâle qui correspond à peu près à la vallée du Saint-Laurent, donc, dans cette zone-là et donc les zones qui ne seront plus, les conditions de croissance qui vont être là ne feront plus partie de l'enveloppe climatique, donc les conditions dans lesquelles l'érable est habitué de croître. Donc, avec des nouvelles conditions de croissance, ça pourrait occasionner de la maladaptation des tiges, des problèmes de régénération ou des mortalités accrues. Mais on ne le sait pas, il va falloir évaluer ça. Puis pour pouvoir évaluer ça, il faut prendre en compte la capacité d'adaptation. Donc, on va passer à la prochaine slide, la 8. Donc, dans le laboratoire, on a fait cet exercice-là, donc vous voyez pour la capacité de migration, mais aussi pour d'autres stresseurs, la tolérance à la sécheresse et les autres stresseurs des changements climatiques. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir évaluer les composants de la vulnérabilité des forêts pour un grand nombre d'espèces, on utilise une approche par trait. Cette approche-là permet la comparaison de plusieurs espèces en ce qui a trait à leur capacité à tolérer, à s'adapter ou à migrer en réponse des changements climatiques. Parce qu'on sait que les espèces n'ont pas la même capacité. Devant un même stresseur, certaines espèces vont être favorisées, d'autres défavorisées. Puis l'ampleur et la nature de leur réponse varient et ils peuvent être quantifiés à partir des traits. On va passer à la prochaine diapo, la 9. Donc, quand je parle beaucoup de traits, je vais vous dire un peu ce que c'est. Un trait, c'est une caractéristique, en gros, là, c'est une caractéristique d'une plante qui nous permet de comprendre sa réponse à des changements dans son environnement. Donc, au lieu de regarder la composition en espèces de la forêt, on regarde les caractéristiques des individus qui la composent. Comme par exemple, on peut prendre la production des semences comme information qui nous informe sur la capacité à migrer. Plus une espèce produit de semences, plus qu'elle a de chance de produire une nouvelle cohorte. Également, la production racinaire, la profondeur racinaire nous informe sur la sensibilité à la sécheresse. Donc, il y a plein d'informations comme ça qu'on peut avoir au niveau de l'écologie des espèces qui nous permettent de pouvoir mieux comprendre les mécanismes et les caractéristiques des espèces qui peuvent expliquer leur réponse au changement climatique. Donc, la slide 10. Donc, la force de cette approche-là, c'est qu'elle nous permet de pouvoir développer des indices de sensibilité pour l'ensemble des essences forestières. Puis là, pour l'instant, au laboratoire, on a développé des indices, plusieurs indices pour une quarantaine d'espèces arborescentes et on vise
de documenter à terme 87 espèces arborescentes. Wow. Que ça va être quand même, ça fait un grand... on devrait être capable d'avoir pas mal l'ensemble de nos espèces arborescentes au Canada, là, les principales en tout cas. Puis comme on voit dans ce graphique-là, c'est une approche que nous, on utilise, c'est une approche, l'approche par trait, c'est une approche d'écologie comparative où en fait, on compare quelques traits, quelques caractéristiques clés pour l'ensemble des espèces, au lieu d'étudier en détail une espèce. Donc ça nous permet de comparer les espèces entre elles, puis de comprendre les mécanismes sous-jacents à leur tolérance ou à leur sensibilité. Mais le côté négatif, c'est que ces indices-là, ça demeure assez grossier parce que c'est basé uniquement sur quelques caractéristiques. C'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir des études haute écologiques détaillées qui prendraient en compte tous les traits et les mécanismes d'importance pour comprendre la capacité d'adaptation et les sensibilités des espèces. Mais on est encore très loin de ça. Pour l'instant, on connaît bien seulement quelques essences commerciales et ça risque de prendre plusieurs décennies avant qu'on ait de l'information sur l'ensemble de nos espèces arborescentes. Donc, en attendant, nous, ce que nous proposons, c'est d'utiliser ces indices-là qui sont plus grossières, mais qui nous permettent au moins de débuter à faire des analyses des vulnérabilités des forêts. On va passer à la prochaine slide, la 11. Donc, un exemple de ce qu'on a fait, nous, en intégrant les connaissances sur la sensibilité des arbres aux données d'exposition, on a pu évaluer l'impact potentiel des changements climatiques. Donc, on a intégré les scénarios climatiques, les impacts de la sécheresse, des données de composition des peuplements à travers le Canada et les traits, donc on a en fait des indices qu'on a développés à partir des traits pour 22 espèces arborescentes qui représentaient 88 de la biomasse forestière au Canada. Ça nous a permis de développer des cartes qui résument l'impact potentiel de la sécheresse sur les forêts. Puis on a fait ça également pour d'autres stresseurs. Donc, slide 12. Là, je fais vraiment un survol rapide, mais je voulais juste vous dire que si ça vous intéresse d'aller plus en détail sur ces travaux-là, vous pouvez aller voir les outils qu'on a développés qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller explorer ces outils-là et à me contacter si vous avez des questions. On va aller à la diapo 13. Donc, jusqu'à présent, j'ai parlé de l'impact potentiel des changements climatiques, donc de l'exposition à des conditions croissantes différentes et la sensibilité des espèces à ces changements-là. Mais cette évaluation de l'impact ne nous informe pas sur la capacité des espèces à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et à survivre et à croître dans un nouveau climat. Si on revient encore à notre exemple de l'érable à sucre, ça ne nous dit pas si l'érable à sucre dans la vallée du Saint-Laurent, qui va se retrouver avec des nouvelles conditions climatiques, est-ce qu'il va être capable de persister dans ces nouvelles conditions-là? Donc, pour ça, il faut pouvoir quantifier la capacité d'adaptation des espèces. Puis là, je pense qu'il faut faire un petit peu aussi de définition ici parce que le mot adaptation est utilisé vraiment beaucoup de perspectives et plein d'endroits. Donc, je vais vous dire de quoi je parle ici. Je parle de capacité d'adaptation intrinsèque, donc ce qui se rapporte à un individu ou à une population. C'est donc la capacité des organismes à modifier leur phénotype ou à évoluer pour persister sous un nouveau climat. Donc ça, il faut vraiment distinguer ça, cette adaptation de l'individu, à des mesures d'adaptation ou des stratégies d'adaptation qui pourraient être appliquées pour réduire la vulnérabilité d'une forêt ou d'un système d'aménagement. Là, on parle plus de la sylviculture adaptative, par exemple. On va aller à la slide 14. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a documenté la capacité d'adaptation des essences arborescentes en utilisant une approche comparative qui était similaire que ce qu'on avait développé pour la sensibilité. Mais là, on a dû relever un défi de plus. Il fallait intégrer des données de génétique là-dedans. C'est un gros travail que Samuel Royer-Tardif a fait. Et on a donc réussi à développer des indices qui sont basés sur la plasticité et la diversité phénotypique. Sur la diversité génétique ainsi que la capacité d'échange génétique à l'intérieur des populations d'une espèce, entre les différentes populations d'une même espèce, mais aussi entre les espèces par l'hybridation. On va aller à la slide 15. Donc, toutes ces connaissances-là de sensibilité, capacité d'adaptation, à quoi ça sert? Ici, je vais vous donner un petit peu, quand on a l'information pour un grand nombre d'espèces, ça peut nous servir à mieux informer nos stratégies d'adaptation. On va passer à la prochaine slide, la 16. Donc, c'est la 16, oui, tout de suite? Oui, je vais aller tout de suite à la 16, oui.
C'est la même slide Ah avec un oui, petit c'est peu la plus même chose, parfait. d'informations. C'est ça. Donc, ces informations-là, en fait, ces capacités-là, ces tolérances, ces sensibilités-là vont déterminer les chances pour une espèce de persister sur place ou de migrer pour suivre des conditions de croissance favorables. Je vais vous donner l'exemple ici du peuplier faux-trempe. Et qu'on pourrait comparer avec d'autres espèces ensuite, mais on va y aller avec celui-là. Donc, si on prend l'exemple du peuplier faux-trempe, c'est une espèce dont les tiges matures sont sensibles à la sécheresse, mais c'est une espèce qui est en même temps tolérante à la sécheresse parce qu'elle est capable de se régénérer facilement après une perturbation. Donc, on peut prévoir un fort taux de mortalité, mais une persistance dans le paysage avec un changement dans la structure du peuplement. On se retrouve avec beaucoup plus de jeunes tiges. En plus, c'est une espèce qui va produire des graines à un jeune âge, produit beaucoup de petites semences qui voyagent très bien, donc ce qui lui confère une bonne capacité de migration. Au niveau de sa capacité d'adaptation, le peuplier a une bonne capacité d'adaptation avec une diversité génétique assez élevée, un bon potentiel d'échange génétique, notamment par son pollen dispersé par le vent et sa grande production de semences, mais aussi avec un potentiel d'échange génétique entre espèces avec sa capacité d'hybrider avec d'autres espèces. On va aller à la slide 17. Donc, ça, c'était juste un exemple rapidement, mais pour dire que chaque espèce est différente quant à leurs composantes de vulnérabilité et ils ont chacun leur vulnérabilité, leur sensibilité, leur capacité différentes. Et quand on a ces informations-là, ça permet de pouvoir mieux identifier quelle stratégie conviendra à chacune des espèces. Par exemple, ici, c'est vraiment un schéma très schématisé, schéma schématisé. Donc, les espèces qui ont, par exemple... Très intéressant. Tout ce qui est simplifié, vraiment, c'est intéressant. OK, merci. Oui, c'est assez simplifié, mais tout ça pour dire que ça peut être beaucoup plus complexe que ça, mais on l'a simplifié ici au maximum pour montrer, par exemple, que les espèces qui ont une faible sensibilité, mais une bonne capacité donc une bonne tolérance, on peut dire, et une bonne capacité de migration et d'adaptation, ça va être des espèces pour lesquelles on aurait à moins se préoccuper. Ils devraient être capables ils ont plus de chances de s'en tirer sans nous. Mais pour les espèces avec une faible sensibilité, donc également donc une bonne tolérance, ça vient mélangeant, faible sensibilité, bonne tolérance, là, une forte capacité d'adaptation, mais une faible capacité de migration. Ça, ces espèces-là, on pourrait avoir des plans de conservation et d'exploitation dans leur habitat naturel qui pourraient être à prioriser. Donc, ces espèces qui devraient, ça serait là, donc on pourrait essayer d'orienter nos aménagements pour ces espèces-là. À l'inverse, des espèces qui sont sensibles, mais qui ont une faible capacité d'adaptation, mais une bonne capacité de migration, ils pourraient être avantagés par des interventions qui viseraient d'accroître la connectivité dans des paysages fragmentés, par exemple. Et enfin, ça peut nous permettre aussi d'identifier des espèces qui sont sensibles, pas une bonne capacité d'adaptation, puis pas une bonne capacité de migration. Et là, ça pourrait être, donc, c'est des espèces plus préoccupantes et ça pourrait être des candidats, par exemple, pour la migration assistée. Ouais. Donc, ça nous permet un peu d'évaluer au niveau des espèces les forces, les faiblesses et avoir un peu une idée au niveau des stratégies de gestion qui seraient vraiment propres à chacune des espèces. On va aller à la slide 18. Mais il est possible également de transposer toute cette information-là pour éclairer des décisions à l'échelle des peuplements. C'est une des forces parce qu'on a de l'information sur plusieurs espèces en même temps, des informations qui sont comparatives. Donc, quand on travaille à l'échelle du peuplement, on a rarement juste une espèce, donc on doit prendre des décisions à multi-espèces. Et donc, une vision plus nuancée de la vulnérabilité des forêts nous permet donc un plus grand éventail d'options d'aménagement pour la sylviculture d'adaptation. Donc, avec Samuel, on avait travaillé sur un portfolio d'approches sylvicoles qui tient compte de la vulnérabilité des espèces au changement climatique, qui sont définis à partir des indicateurs que je vous ai présentés rapidement tantôt. Et là, ce portfolio-là, on l'a développé en prenant en compte différents objectifs d'aménagement qui sont près du principe de functional zoning, mais qui ont été adaptés pour les questions de changement climatique. Donc, typiquement, les mesures d'adaptation, c'est donc favoriser l'adaptation naturelle, la foresterie multifonctionnelle et une productivité accrue. C'est des objectifs qu'on peut avoir pour l'aménagement de certaines forêts.
Et ce qu'on observait quand on a fait ces travaux-là avec Samuel, c'est typiquement les mesures d'adaptation que l'on a tournent généralement autour de la foresterie multifonctionnelle pour des peuplements qui ont une faible ou une moyenne vulnérabilité. Donc, ça réduit quand même, on a un portfolio assez limité. Donc, avec le cadre qu'on a développé qui intersecte la vulnérabilité et les objectifs d'aménagement, on espère pouvoir participer à une réflexion qui pourrait agrandir le portfolio d'approches sylvicoles. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des, comme vous voyez, là, il y a une zone où c'est marqué options sous-représentées en adaptation. Ça inclut les forêts qui sont plus vulnérables, donc les forêts à vulnérabilité plus élevée. Donc, il existe peu de mesures proposées pour les forêts les plus vulnérables. Celles-ci sont plus à risque de réorganisation structurelle et en composition. Donc, il va y avoir plus de mortalité, plus de mouvement à l'intérieur de ces peuplements-là. Et même, on pourra se retrouver avec une transition vers des structures non forestières. Donc, il est possible, donc, mais malgré tout, il est possible de les voir en termes d'opportunités. Ces zones-là pourraient être tout à la fois des sources d'adaptation naturelle. Donc, si on est dans l'objectif de favoriser l'adaptation naturelle, bien, s'il y a beaucoup de mortalité, un turnover important au niveau, ça peut devenir une source d'adaptation naturelle si on laisse donc cette mortalité-là, cette réorganisation-là se produire. Ou, au contraire, ça peut être une source de production accrue si on va avec la production de nouvelles sources de matières ligneuses à croissance rapide. On a peu d'exemples ici au Canada, mais si on prend des exemples en Europe, par exemple, ils vont faire pousser des peupliers ou des robiniers cultivés en taillis, des coppices là, pour pouvoir avoir des sources rapides de matières ligneuses. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur, sur ce cadre conceptuel, mais je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai juste donné le goût de lire le papier de Samuel, qui est en open source, et on donne des exemples concrets également pour le Québec, pour chacune des cases qui sont dans cette figure-là. Donc, on va passer à la dernière slide. Juste pour vous dire merci d'écouter cette capsule et je tiens à souligner l'importante contribution des collaborateurs sur ce projet-là. C'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Aujourd'hui avec Nelson Tifo, qui fait partie du comité de sylviculture CCC, changement climatique et connectivité. Et au travers de nos réflexions, on est très intéressé à avoir ce transfert de connaissances sur le vocabulaire utilisé indiquant la résistance, la résilience et la transition qui va vraiment faire un tout avec toutes les autres capsules prévues. Alors, je te laisse la parole, Nelson. C'est à toi. Bien, merci beaucoup, Karine. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content de vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler en toute simplicité, puis je dois dire aussi en toute humilité de ces concepts-là de résistance, résilience et transition. Et mon idée, c'est vraiment de vous présenter ça de manière la plus simple possible afin que vous compreniez à quoi on réfère ou à quoi la littérature réfère quand il est question de ces éléments-là. Parce qu'au fil de mes lectures, de mes interactions avec plusieurs personnes en sylviculture, tant au Québec qu'ailleurs au Canada, c'est des termes qui reviennent souvent. Alors, je pense que c'est important de comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ces trois concepts-là, juste expliquer un élément de base, en fait, qui est vrai en sylviculture d'adaptation, mais qui est vrai dans toute action sylvicole. Donc, la première étape d'une réflexion sylvicole, c'est quoi? Ben, c'est de connaître les peuplements forestiers, les écosystèmes forestiers avec lesquels les forestiers travaillent. Donc, quel est l'état actuel des peuplements forestiers? Cet état-là, on peut le décrire avec différentes caractéristiques. On peut penser d'abord à la composition en essence, donc la diversité des arbres, l'identité des espèces qui sont présentes dans un peuplement forestier. Et ensuite, par exemple, la structure verticale des peuplements forestiers, donc comment sont distribuées les différentes
les tiges à travers le peuplement forestier en hauteur, la structure horizontale, donc ça correspond par exemple à la distribution des diamètres dans le peuplement forestier. Est-ce qu'on a affaire à un ou des peuplements de structure équienne ou inéquienne, donc avec tous des arbres qui ont la même dimension ou des arbres qui ont une distribution différente. On peut penser à l'âge du peuplement et à plein d'autres caractéristiques. Donc, on connaît initialement l'état des peuplements forestiers. Et là, au fil du temps, et des décennies qui vont passer, en raison des changements climatiques qui vont créer des stress sur les espèces qui sont présentes dans le peuplement forestier, et en raison donc de la sensibilité de ces différentes espèces-là qui, combinées avec leur exposition à ces stress-là, vont définir vraiment la vulnérabilité des peuplements forestiers au changement climatique. Bien là, le peuplement, son état va changer dans le temps. Il va changer vers un état qu'on peut ou ne peut pas connaître selon notre connaissance de base, justement, de la sensibilité des espèces, de la vulnérabilité des peuplements. On peut prédire ou pas de quoi aura l'air ce peuplement-là dans le futur. OK? Maintenant, si on est dans une logique de résistance, donc une stratégie de résistance au changement climatique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bien, ça voudrait dire qu'à partir du peuplement actuel, le forestier, la forestière va définir une condition future pour ces peuplements-là. Donc, quel est l'objectif de production ou les objectifs de production pour ces peuplements-là, associés par exemple à la production de fibres, mais ça peut être associé à la production d'habitats fauniques particuliers, des valeurs spirituelles associées à des essences bien particulières, à des activités de récréotourisme qui demandent telle structure, que telle ou telle structure soit maintenue. Alors, si cette condition future désirée-là doit correspondre à la condition actuelle, bien là, c'est donc une stratégie de résistance qui doit être mise en place. Donc, en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est au fil du temps et en étant conscient qu'il faudra investir de plus en plus d'efforts et de plus en plus de ressources à travers le temps, eh bien, c'est de tout faire pour que le peuplement maintienne à peu près des caractéristiques qui sont similaires aux caractéristiques initiales. Donc, ça, c'est une stratégie de sylviculture de résistance pour maintenir les caractéristiques du peuplement dans le temps, sachant que de plus en plus d'efforts seront nécessaires pour maintenir cet état. Donc ça, c'est la résistance. Le deuxième concept, et ça, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup, beaucoup depuis le début de la pandémie, puis qui est utilisé à plein de sauces, notamment quand on parle des personnes, comment les personnes passent à travers un événement majeur ou tragique comme une pandémie mondiale. La résilience, c'est quoi? C'est à partir d'un état initial, accepter qu'il y ait un certain changement à travers le temps, mais que globalement, au fil du temps, on en arrive à des conditions qui sont à peu près similaires aux conditions initiales, mais on tolère un certain niveau de changement. Et ici, je pourrais faire une analogie, par exemple, une personne qui passe à travers un événement tragique, la mort d'un proche ou un accident majeur, on va dire que cette personne-là, elle est résiliente si après l'événement, au fil du temps, elle est en mesure de reprendre à peu près sa vie, mais personne n'oserait dire que cette personne-là n'a pas été changée profondément parce qu'un événement comme celui-là a nécessairement des impacts sur notre vie, mais la personne va être capable de passer au travers et malgré ces changements-là, retrouver une vie qui pouvait ressembler à sa vie précédente. Alors, c'est un peu cette idée-là ici de résilience, de stratégie de résilience, c'est de faire en sorte, avec la sylviculture, que le peuplement puisse, oui, varier au fil du temps dans ses caractéristiques intrinsèques, se modifier, mais grosso modo, terminer ou atteindre un état qui est à peu près similaire à l'état initial. Les efforts à investir peuvent et les ressources peuvent varier dans le temps. Parfois, elles vont être très importantes, peut-être parfois un peu moins importantes. L'idée étant qu'à la fin, bien, on a un peuplement qui
grosso modo, ressemble au peuplement précédent, mais avec une certaine forme de changement qui est ici illustrée, par exemple, avec une essence qui n'était pas présente dans le peuplement initial, mais qui semble fournir à peu près les mêmes services écosystémiques. C'est une essence qui a à peu près la même taille, la même forme, mais on voit tout de suite qu'elle est un peu différente. Donc, ça, Ouais. c'est l'approche de la stratégie de résilience. Et maintenant, le troisième concept clé dont je veux parler, c'est la transition. Donc, on se rappelle qu'on a un peuplement avec des caractéristiques initiales. On se rappelle qu'au fil du temps, si on laisse aller le peuplement, les stresseurs environnementaux associés au changement climatique vont modifier l'état de ce peuplement-là en fonction de la sensibilité des essences et donc de la vulnérabilité du peuplement. Une stratégie de transition consisterait à être proactif et connaissant les caractéristiques futures de l'environnement, par exemple les changements climatiques, sachant que les sécheresses seront plus importantes, elles seront plus fréquentes, eh bien, c'est de faire une sylviculture qui modifie le peuplement forestier afin qu'il soit mieux adapté à ces conditions futures-là. Donc, c'est vraiment la transition, c'est non seulement embrasser le changement, mais c'est d'être proactif et pousser le peuplement forestier vers des nouvelles conditions que l'on prévoit à être mieux adaptées aux conditions environnementales futures. Donc, Qu'on dans une essaye de planifier, puis qu'on essaye de mettre de l'avant. OK. voilà, exactement, en étant proactif. Dans une approche comme celle-là, bien là, maintenant, les ressources à investir, les efforts à investir pour en arriver là, peuvent varier au fil du temps. Non seulement peuvent varier, mais parfois même, ces efforts-là, on n'aura même pas à les faire parce que les changements environnementaux eux-mêmes vont amener cette transition-là vers l'état que l'on désire. Ici, c'est conceptuellement, on l'illustre avec cette courbe-là qui est en dessous de la courbe du changement qui arriverait naturellement. Ça voudrait dire que les sylviculteurs n'auraient pas à investir d'efforts, le peuplement va se transformer lui-même, mais à un certain moment donné, peut-être reprendre le contrôle et modifier certaines caractéristiques du peuplement pour l'amener vers ce nouvel état euh, que l'on prédit être mieux adapté aux conditions futures. Donc, ça, ce sont les trois concepts de résistance, résilience et transition. Ces concepts-là, pour bien les comprendre, on peut les illustrer selon deux grands axes ici. L'axe vertical ici, c'est la volonté de maintenir les conditions actuelles, d'une part, et plus on va vers le haut, c'est plutôt la volonté de promouvoir le changement, la transformation des peuplements forestiers. Alors que sur l'axe des X, ici, ce qu'on a, c'est la volonté de réduire les impacts des changements climatiques au maximum sur les peuplements forestiers, alors qu'à l'autre extrémité, on a l'idée de faciliter les réponses d'adaptation des peuplements forestiers. Alors, quand on illustre les trois stratégies selon cet espace-là défini par les deux axes, on a ici la résistance, où l'objectif est de maintenir des conditions relativement inchangées du peuplement forestier, donc envers et contre tous, en sachant qu'au fil du temps, il y aura de plus en plus d'efforts et de ressources à investir. La résilience, c'est un peu mitoyen, donc c'est de s'accommoder d'un certain changement, mais d'encourager quand même le retour à un état de référence, vers un état de référence désiré, mais en acceptant que ça soit un peu différent. Et la transition, ben là, c'est de faciliter le changement puis encourager l'adaptation à des nouvelles conditions. Ici, j'ai mis des exemples associés à chacune de ces stratégies-là, des exemples associés, par exemple, à la régénération, à des stratégies de régénération des peuplements forestiers, parce que c'est une phase de l'évolution des peuplements sur laquelle je travaille normalement. Donc, c'est pour ça que je vous parle de régénération. Dans une approche de résistance, ben, ce qu'on voudrait, c'est maintenir probablement les mêmes essences dans le peuplement forestier, parce que ce sont les essences qui vont permettre de maintenir les caractéristiques que l'on connaît et que l'on veut voir perdurer au fil du temps.
Mais ces mêmes essences-là, on pourrait peut-être utiliser des provenances adaptées. Donc, une même essence, ben, il y a quand même une certaine variabilité dans les génotypes, donc dans le bagage génétique. Donc, en utilisant des provenances adaptées d'une même essence, on pourrait essayer de maintenir le peuplement dans ses caractéristiques initiales. Dans une approche de résilience, ben là, ça pourrait être oui, les mêmes essences, ou bien, comme je l'ai mis dans l'exemple plus théorique tantôt, des essences similaires, donc des essences qui ont des traits fonctionnels, donc qui jouent un rôle à peu près similaire dans l'écosystème, mais qui seraient peut-être un peu mieux adaptés aux conditions futures et toujours en utilisant des provenances adaptées. Dans une stratégie de transition, ben là, ça pourrait être des essences similaires aux essences d'origine ou même des nouvelles essences qui n'existent tout simplement pas à l'état naturel dans les peuplements forestiers, mais que l'on sait qu'elles seront bien adaptées aux conditions futures. Donc ça présente vraiment le contexte ou le contexte plus théorique de ces trois stratégies-là de sylviculture d'adaptation. Et ce que j'ai pensé faire pour la suite, c'est de vous illustrer ça avec un exemple. C'est un exemple concret qui est tiré d'un projet de recherche opérationnel que l'on mène actuellement en sylviculture d'adaptation. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans un réseau plus large qu'on appelle le réseau ASC pour Adaptive Silviculture for Climate Change. Vous avez ici une carte qui vous montre les différents sites de recherche qui font partie de ce réseau-là. Donc, c'est un réseau qui est né aux États-Unis et auquel on s'est greffé il y a maintenant 2 ou 3 ans de ça. Et le projet dont je vais vous parler, c'est le projet qui est situé ici à la Petawawa Research Forest, donc la forêt de recherche de Petawawa, en Ontario, tout près de la frontière du Québec. Donc, dans le cadre de ce projet-là, comme dans toute action sylvicole, ça a commencé par se poser des questions sur quel est l'état de la forêt actuelle à Petawawa. Et là, on a utilisé les outils traditionnels des forestiers avec les outils technologiques les plus à jour, le LIDAR, etc., pour dresser le portrait de la forêt, en fait, d'une section de la forêt de Petawawa. Ensuite, on s'est réunis, on a fait un workshop, donc un atelier qui a duré 2 jours, où on s'est posé des questions sur quel est l'état actuel et quel est l'état souhaité de la forêt d'ici la fin du siècle. Donc, quel est cet état souhaité en fonction des 3 stratégies que j'ai décrites. Une stratégie de résistance où l'idée serait de maintenir à tout prix les caractéristiques actuelles des peuplements. Quel est l'état souhaité si on prend une approche de résistance, donc on accepte une certaine forme de changement, et l'état souhaité dans un contexte de transition. Donc, ça a été vraiment des discussions super intéressantes. Puis vous avez ici donc toute l'équipe là, qui était présente au workshop. Pré-COVID. Pré-COVID, Avant oui, COVID. on était en, j'ai envie de dire, 2018 ou 19. 18 à peu près. 18, ouais, ouais. Juste pour vous situer, donc voici la forêt de recherche de Petawawa. C'est une forêt fédérale. Donc, c'est une forêt où on peut faire différents travaux de recherche. Et cette expérience-là, c'est vraiment une expérience à grande échelle, là. Notre expérience comme telle couvre 200 hectares. Chaque unité expérimentale, donc chaque endroit où on fait un traitement, a une dimension d'un minimum de 8 hectares. Donc, c'est 8 à 10 hectares par unité expérimentale. On a plusieurs répétitions de chacun des traitements, etc. Typiquement, la forêt de Petawawa, c'est une forêt, vous voyez où elle est située, là, ici, vous avez Ottawa. Donc, c'est une forêt qui est dominée par le pin blanc avec aussi du pin rouge, du chêne rouge à certains endroits. Donc, c'est un peu le terrain de jeu qu'on utilise dans ce projet de sylviculture d'adaptation. Et maintenant, je vous décris les 3 stratégies auxquelles nous sommes arrivés et que nous sommes actuellement en train de mettre en place dans le cadre de ce projet-là. Super. Notre approche de résistance, donc je vous rappelle, ce sont des peuplements typiquement dominés par le pin blanc avec une certaine composante de pin rouge. Et dans l'approche de résistance, l'idée, c'est de maintenir cette composition
Donc, pin blanc, pin rouge, des peuplements essentiellement équillants qui se régénèrent typiquement avec des coupes progressives régulières. Alors, dans notre stratégie de résistance, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de mettre en place des coupes progressives régulières, de procéder à une préparation de terrain qui, on l'espère, va stimuler la germination d'une régénération naturelle, à la fois surtout de pain blanc, mais peut-être avec une petite composante de pain rouge là, aux endroits où il y aura plus de lumière au sol. Mais ensuite, on complémente ça avec une plantation de pain blanc et de pain rouge parce qu'on veut vraiment qu'il y en ait du pain blanc et du pain rouge. Et on ne veut pas juste se fier à la régénération naturelle. Donc, on va planter du pain blanc et du pain rouge à partir de sources locales de semences. Mais ensuite, on veut tellement qu'il y en ait du pain blanc qu'on va aller chercher des sources de semences de pain blanc qui proviennent de régions plus au sud. Puis ici, ce que vous avez, c'est un extrait d'une carte d'un logiciel qu'on appelle Seedware qui permet grosso modo d'identifier des équivalents climatiques du futur, donc identifier aujourd'hui où se trouvent les semences qui sont produites à des endroits qui correspondront plus tard au climat qu'on a. Juste en passant, encore aujourd'hui, il y avait des échanges de courriels avec des collègues. On est encore en train là, de cibler les meilleures sources de semences parce que là, vous comprenez que tout ça, c'est basé sur notre capacité à prédire quel sera le climat futur. Et là, si vous suivez un petit peu la littérature ou les nouvelles à ce sujet-là, il y a des comités d'experts internationaux qui font des modèles. Et là, ces modèles-là évoluent au fur et à mesure que les connaissances évoluent. Là, les modèles se rajustent, mais il y a toujours une marge d'erreur. Alors, quel modèle on utilise pour être certain que ce que l'on plante aujourd'hui sera adapté aux conditions de demain? Donc, on est encore en train de jouer là-dedans. Mais notre stratégie de résistance, elle, ne changera pas. Vous avez ici, la coupe a été faite à l'automne dernier. Alors, voici à quoi ça ressemble. Juste un petit espace là, de la coupe progressive régulière. Petite question sur la coupe progressive. Avez-vous des différentes intensités de coupe ou vous avez choisi pour une intensité particulière? C'est une très bonne question. Dans ce cas-ci, notre coupe progressive régulière, elle est seulement d'une seule intensité. Malheureusement, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais c'est un pourcentage de la surface terrière qui a été enlevé ou maintenu. Donc, mais ça sera la même chose pour tous les peuplements forestiers de notre expérience. Donc, on a d'abord, et étant donné que c'est un projet de recherche, on a d'abord fait une cartographie très détaillée du site. On connaît à tous les détails là, de la surface terrière de chacune des parcelles. Et là, les prescriptions sylvicoles ont vraiment, et le marquage a été fait de cette façon-là. Mais malheureusement, je ne peux pas te dire le chiffre exact. Ça serait-tu en bas de 50 ou plus vers 50 selon toi? C'est en bas de 50 Léger, OK. C'est en bas en bas de 50 de rétention. Donc, c'est plutôt sévère. C'est plutôt sévère. C'est plutôt sévère. OK? Mais je pourrais revenir avec le chiffre plus tard. Oui, pas de problème. Deuxième stratégie, là, c'est l'approche de résilience. Alors, on se rappelle, la résilience que l'on veut, c'est on tolère un certain changement, mais on veut quand même garder, grosso modo, là, des peuplements qui auraient à peu près la même composition, mais on tolère un certain changement. Alors, ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est une coupe progressive irrégulière par trouée agrandie. Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des trouées dans le peuplement qui ressemblent à celle-ci, des mini-coupes à blanc, si on veut, là, mais ça, c'est une trentaine de mètres, je pense, le diamètre. Là, j'oublie les détails. Donc, coupe progressive irrégulière par trouée. Donc, vous avez ici un exemple là, de la carte là, montre là, certaines des trouées qui ont été faites dans cette partie-là du peuplement. Dans les trouées, on va faire une préparation de terrain. Et on va s'assurer de reboiser avec, encore une fois, du pain blanc, du pain rouge, parce qu'on veut garder cette composition-là. Mais ensuite, on va aller chercher des sources de semences de pain blanc et même de chêne rouge plus au sud. Là, ici, on veut augmenter un peu la proportion de chêne rouge parce qu'on pense que le chêne rouge, c'est une des espèces gagnantes là, pour le futur dans cette région-là. Et sur une rotation d'à peu près 15 à 20 ans, on va agrandir les trouées. Donc, la trouée qui avait
je dirais à peu près 30 mètres de diamètre, on va l'agrandir dans une quinzaine d'années et on va venir reboiser à ce moment-là l'extension de la trouée, toujours avec des semences adaptées. Donc, graduellement, au fil du temps, on va se trouver à couvrir le peuplement au complet. Ici, vous comprenez que graduellement, on passe d'une structure équilienne, donc où tous les arbres ont à peu près la même taille, à une structure plus inéquilienne. Donc, on vient créer une certaine hétérogénéité dans le peuplement, puis on pense que ça va aider le peuplement à passer à travers les aléas climatiques qui vont venir. Cette approche-là de trouée agrandie, on pense aussi que ça nous donne l'opportunité de réajuster le tir dans 15 ans, 20 ans. Ça sera probablement pas moi qui sera là dans 15-20 ans, mais les personnes qui seront là pour prendre des décisions ben, auront l'option de dire, ah ben, maintenant on a des modèles plus précis, on a des nouvelles sources de semences. Donc là, en agrandissant les trouées puis en pouvant choisir peut-être de nouvelles sources de semences, de nouvelles espèces, ça sera l'occasion de s'assurer qu'on peut maintenir le peuplement et maintenir la stratégie telle qu'on l'avait imaginée au départ et qui sait peut-être même modifier le patron de coupe rendu là en s'ajustant justement avec les nouvelles connaissances. Donc, rappelez-vous, cette approche de résilience où on avait la flèche qui se promenait, là, ben, c'est un peu ça ici qu'on tente de faire. Et donc, maintenant, vous rajoutez le chêne rouge là, dans le petit et là, on arbre qui rajoute était le chêne rouge, coloré. Oui, voilà, qui est déjà présent en très petite mais pas quantité, trop, genre. mais pas trop. Mais là, on le rajoute parce qu'on pense que c'est une de nos essences gagnantes pour le futur. Et ensuite, l'approche de transition. Ben là, l'approche de transition, j'ai envie de dire, c'est all-in, c'est-à-dire qu'on y va avec une coupe totale, avec, 10 dans ce cas-là, de rétention. OK. 10 de rétention. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même avoir un apport de semences des arbres qui sont là, en se disant, ben, c'est un peu une garantie d'avoir une certaine régénération de pain blanc à partir des génotypes de ces peuplements-là. On y va avec une préparation de terrain, mais là, on y va vraiment avec une plantation de différentes espèces. Donc, vous le voyez ici, du pain rouge. On va même chercher du pain rigide aux États-Unis. On va aller chercher du chêne rouge. On va aussi rajouter du chêne blanc. Donc, encore une fois, le choix final des espèces là, reste à définir parce qu'on est encore en train de se poser des questions sur la modélisation du futur climat de la région, mais ça devrait ressembler à ça. Alors, l'idée ici, c'est vraiment, on maintient dans ce cas-là une structure équienne ou à peu près. Il y aura une coupe finale qui permettra d'enlever les semenciers peut-être un jour ou peut-être pas pour les conserver comme arbres, des legs écologiques, comme arbres fauniques. Mais surtout, l'idée, c'est d'amener ces nouvelles essences-là que l'on pense qu'elles seront mieux adaptées au climat futur. Donc, voici 3 exemples de résistance, résilience, transition, tels qu'on est en train là, de les appliquer sur une portion de la forêt de recherche de Petawawa. Je termine en vous disant et en vous présentant ce graphique-là et en vous disant que, vous savez, la sylviculture, c'est une discipline qui est en évolution. Pour celles et ceux ici qui ont étudié en foresterie, tout comme moi, vous avez appris que la sylviculture, c'est la science et l'art d'aménager des peuplements forestiers pour atteindre des objectifs de production particuliers. Ben, dans une nouvelle vision de la sylviculture, nous, ce qu'on propose, c'est que la sylviculture soit vraiment vue comme une science de pointe qui est basée sur 3 grands piliers, qui est celui d'observer la forêt, comme les forestiers l'ont toujours fait, mais vraiment aujourd'hui, observer la forêt avec tous les outils technologiques qui sont à notre disposition, qui nous permettent presque d'avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe, puis comment les essences vont évoluer dans le temps. Puis même de compter sur les nouveaux outils de surveillance là, qui continuent à être développés à chaque jour, basé aussi sur la capacité d'anticiper l'effet des changements climatiques sur les essences, donc en ajustant les modèles de croissance en fonction des nouvelles connaissances. Donc, je vous en parle depuis tantôt. Là, on prend des décisions en fonction de modèles que l'on suppose corrects pour nous prédire le climat futur, mais on veut se donner l'option d'ajuster nos décisions en fonction des nouveaux modèles qui vont sortir. Et puis, cette idée d'inclure le risque dans notre planification en se donnant des options
peut-être en favorisant une plus grande complexité des peuplements, comme ça en se disant, ben, s'il y a plusieurs essences, il y en a certaines qui vont répondre mieux que d'autres. Et finalement, cette notion d'adaptation au changement climatique, donc d'intégrer vraiment cette idée-là dans les stratégies d'aménagement pour réduire le risque. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à certaines questions. Ça en a probablement généré plein d'autres, mais ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Vous avez ici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Voilà, Karine.